Et qu'on va parler de la France et des réactions politiques précisément de la France insoumise, qui a un talent, être toujours du mauvais côté de l'histoire. Les messages de la députée européenne LFI Rima Hassan, samedi matin, à 9h29, sur les réseaux sociaux. Elle écrit ceci: l'Iran a le droit de se défendre et Israël le droit de la fermer. Samedi soir à 21h02, une image d'un drapeau américain en train de brûler. Des élus LFistes ont parlé d'une guerre contre le droit international, d'une guerre illégale. Hier après-midi, Jean-Luc Mélenchon était en meeting à Perpignan. On va l'écouter dans une seconde. Mais Mona Jafarian, vous qui vivez dans ce pays qui est la France depuis tant d'années, qui évidemment connaissez les mœurs et coutumes françaises, est-ce que vous n'êtes pas surpris quand même de la position de la France insoumise ? Moi, j'ai l'impression de revoir l'Iran de 79. Parce que vous savez, quand l'Iran bascule, on a exactement la même chose. On a cette alliance entre la gauche iranienne, donc le parti Toudé, les Fedaïn, etc., qui étaient marxistes, léninistes, avec les islamistes, donc avec les mollahs. Donc finalement, c'est une alliance contre nature, parce que les uns étaient très anticléricaux, mais finalement, par haine des États-Unis, par haine du sionisme, déjà à l'époque, par anti-impérialisme, eh bien, ils vont faire cette union et viser ce que vise Mélenchon, c'est-à-dire prendre le pouvoir par le chaos. Et donc, c'est comme ça que se fait cette révolution en 79. Et on voit qu'elle prend très bien, d'ailleurs, dans les universités françaises à l'époque. Elle prend déjà très bien dans les milieux intellectuels français à l'époque, que Sartre, Foucault, de Beauvoir, qui était quand même une grande féministe et qui se fait avoir. Et là, nous, on voit la même chose se mettre en place. Parce que quand on regarde le cheminement de LFI, on les voit avec des associations proches des frères musulmans ou appartenant même aux frères musulmans. On les voit prendre la défense du Hamas. On les voit tergiverser quand même sur Khamenei. On en est quand même à un stade où un criminel ayant massacré des dizaines de milliers d'Iraniens en l'espace de 48 heures, eh bien, on tergiverse sur son élimination. On les voit main dans la main avec le FPLP, qui est donc marxiste-léniniste, mais qui travaille main dans la main avec le Hamas, qui est islamiste. Donc cette alliance que les Iraniens appellent rouge et noir, on la voit se mettre en place. Et ce qui est hallucinant, c'est qu'en Iran, on a des étudiants qui affrontent des balles réelles, des femmes qui crient ni soumission, ni voile, liberté et égalité. Et en France, on a des étudiants qui se déguisent en porte-parole du Hamas. Donc en fait, il y a une espèce d'inversion de ce qui est en train de se passer. Tout à fait sidérant. Et parfois des jeunes bourgeois. Oui, souvent d'ailleurs. Souvent. Qui sont là. Nous, on est fascisés quand même. On est nazifiés en tant qu'Iranienne. La seule chose en 79 qu'on peut souligner pour les Foucault et les autres, c'est qu'ils n'avaient pas encore été au pouvoir, l'ayatollah Khomeini. Donc ils bénéficiaient d'une forme de doute puisqu'il n'était pas aux affaires, même si on pouvait deviner ce qui se passerait. Il y avait le livre vert quand même. J'entends bien, mais là ce qui est sidérant, c'est après 46 ans de massacre d'un régime sanguinaire, d'une dictature abominable, etc. Et bien malgré ça, vous avez des étudiants en France et à Sciences Po, des jeunes bourgeois, des jeunes gauchistes qui soutiennent ce régime et en tout cas par haine des États-Unis regrettent l'intervention américaine. On comprend qu'il n'y avait pas d'autre solution pour l'Iran, que le peuple ne pouvait pas tout seul, pour les raisons qu'on a dites depuis de nombreuses semaines, la violence est telle qu'il fallait une intervention extérieure et que cette intervention, il faut la saluer. C'est la moindre des choses, me semble-t-il. Bien sûr qu'il fallait, on l'a fait pour le Kosovo, et on l'a fait sans l'ONU pour le Kosovo, on l'a fait au sein même de l'OTAN pour mettre fin à un massacre, et il y avait eu quelques milliers de victimes, là on parle de dizaines de milliers de victimes, mais cette inversion, nous on la voit partout, on le voit même dans les milieux féministes. Vous savez, nous on a été interdites de manifester le 8 mars l'année dernière, on a été parqués plus de 4 heures par les CRS dans une rue pour nous protéger des antifas et des organisations islamistes qui défilaient pour la journée de défense des droits des femmes, et pendant ce temps-là, on voyait des associations comme Urgence Palestine, qui est quand même une association pro-Hamas et pro-régime de Téhéran, ou Samidoun, qui est classé comme terroriste dans de nombreux pays à l'international. Eux manifestaient à la manif des droits des femmes, et les femmes juives et iraniennes étaient parquées dans une rue protégées par les CRS. Donc on voit bien qu'il y a une bascule totale qui est en train de se faire. Il y a quelque chose, effectivement, qui n'est pas nouveau, mais et qui malheureusement, je crois qu'on ne prend pas la mesure du danger. On va écouter Jean-Luc Mélenchon dans une seconde. Christophe Bordet. D'ailleurs, je voyais que le 8 mars prochain, c'est la journée de la femme, et qu'à cette occasion, il y avait quand même des associations féministes d'extrême gauche qui demandaient que les femmes israéliennes, notamment en France ou juives, ne puissent pas manifester. On en est là aujourd'hui dans notre pays. Oui, ce week-end, on a quand même vu des gens manifester à Paris, ils n'étaient que quelques-uns pour dans d'autres villes, pour le régime des mollahs, avec la photo de Ramenei.
En France, on autorise ça en France. Vive la démocratie, certes, mais il y a quand même des limites. Jean-Luc Mélenchon, ce week-end, il était à Perpignan. Écoutez ce qu'il a dit avec cette guerre, avec des gens qu'on n'aime pas, mais ce qui est sidérant, on peut ne pas aimer les États-Unis. Mais évidemment, renvoyer dos à dos le président des États-Unis, Donald Trump, et Ali Khamenei, c'est sidérant. C'est sidérant. Écoutons Jean-Luc Mélenchon. C'est la première fois qu'il y a une guerre où il n'y a pas de gentils. C'est la première fois qu'il y a une guerre avec que des gens qu'on n'aime pas. Je veux dire des gouvernements qu'on n'aime pas. Le gouvernement de l'Iran ne nous suscite aucune sympathie. Pour ma part, je le combats depuis la première heure. J'ai l'âge pour ça. Et puis, quand meurt son dirigeant Ali Khamenei, je suis obligé de dire que je n'éprouve pas de tristesse parce que je pense aux milliers de victimes qu'il a fait, à la lutte implacable qu'il a menée contre le peuple iranien. Et je ne peux pas éprouver de sympathie pour le gouvernement ni pour les actions de M. Netanyahou, qui est le chef d'État génocidaire. Et je ne peux pas éprouver de sympathie pour M. Trump. Mais qu'est-ce que ces gens... Je suis obligé de dire, la phrase est extraordinaire. Et ce qui est intéressant, c'est évidemment la réaction de la salle. C'est dos à dos, c'est pas dos à dos, il faut une hiérarchie. C'est-à-dire qu'ils ont décidé, le public chauffé à blanc de Mélenchon, de siffler Netanyahou et Trump, mais ils ne sifflent pas Ali Khamenei. Donc c'est très intéressant. C'est-à-dire que le Premier ministre israélien, on le qualifie de génocidaire, on ne qualifie pas Ali Khamenei de génocidaire, alors qu'il a massacré son peuple par dizaines de milliers pendant 2 nuits absolument monstrueuses, quand celui-ci est sorti pour réclamer sa chute. Donc on voit bien, c'est-à-dire que les héritiers de ceux qui ont défendu le retour de l'ayatollah en Iran, qu'on a en plus logé à Neuf-le-Château, qui a pris un avion Air France pour retourner à Téhéran, sont dans cette salle. C'est-à-dire que ce sont les héritiers politiques de ceux qui ont défendu le régime des Mollahs et qui ont eu une tendresse pour ce régime-là. Voilà, c'est l'extrême gauche qui a défendu à Saint-Germain-des-Prés, au Café de Flore, dans des pétitions dans Libération et ailleurs, le régime des Mollahs. Donc forcément, ils sifflent le grand méchant américain et le grand méchant israélien avec des sifflets en plus qu'on pourrait qualifier d'antisémites, je suis sûr, il ne faut pas gratter longtemps. Et ils ont une sorte d'appréciation du régime des Mollahs. En réaction au message de la députée européenne LFI Manon Aubry, qui a écrit « Ni chat, ni Mollah, ni USA », la championne d'échecs franco-iranienne exilée Mitra Ejazipour a écrit « Qui êtes-vous ? Sérieusement, qui êtes-vous pour parler de l'Iran ?» Et c'est vrai que la question est bonne. Il y a quelque chose d'indécent chez Madame Aubry à parler de l'Iran. Il y a quelque chose. Alors, c'est très paradoxal. Puisque ni chat, ni Mollah, ni USA. S'il n'y a pas les USA, en fait, il y a les Mollahs. Oui, non, mais en fait, ce qui est complètement hallucinant, c'est que ceux qui se disent antiracistes, anti-impérialistes, anticolonialistes, s'avèrent être les plus racistes, les plus colons. Moi, je les prends à partie régulièrement. C'est-à-dire qu'on est face à un parti qui aime les minorités que si elles sont radicalisées et qu'elles crachent sur la France. On est face à un parti qui aime les femmes orientales que si elles sont voilées et qu'elles crient à l'émancipation un hijab sur la tête. Donc nous, on est nazifiés, nous, on est fascisés en tant qu'iraniennes parce que les valeurs qu'on prône, elles sont trop occidentales pour eux. Et là, c'est pas anodin le fait qu'elle dise ni chat ni Mollah. C'est aussi une manière d'éteindre la voix du peuple iranien, encore une fois, parce qu'elle sait que ce peuple-là sort dans la rue avec 2 slogans, dont l'un des 2 est Javid Shah, donc un retour à Reza Pahlavi en Iran. Donc c'est encore une manière pour LFI d'éteindre la voix d'un peuple opprimé, parce que la volonté de ce peuple opprimé ne correspond pas à leur disque idéologique. En fait, comme ils ont fait avec le Venezuela. On voyait ce peuple vénézuélien savourer la fin de Maduro, et puis on avait LFI qui expliquait à des Vénézuéliens « Vous n'en savez rien, je sais mieux que vous devez m'écouter. » Et c'est absolument hallucinant. Parce que ça LFI a un écho, ça, en Iran auprès des Iraniens. Est-ce que ce que dit Jean-Luc Mélenchon a un écho quelconque? Alors, c'est très... Non, mais c'est paradoxal. On a du mal à en parler. Non, mais je vais vous expliquer ce qui est quand même très drôle, c'est que le peuple iranien, comme mon ami Mitra Ejazipour, ne connaît absolument pas ni LFI, ni ce qu'ils disent. Par contre, la République islamique connaît très bien LFI, et le traducteur personnel de Khamenei est chargé de traduire les discours de LFI. Maria Monchipour, ancien champion du monde de boxe franco-iranien, interrogé par Laurent Tessier pour
pour Europe 1. Je vous propose de l'écouter sur la prise de parole de l'extrême gauche. Une odeur nauséabonde. Vous entendez bien, une odeur nauséabonde d'une gauche extrême qui excuse tout, une odeur nauséabonde, et j'espère que les gens s'en rappelleront. Et Rima Hassan n'est que dans la haine du juif et d'Israël. Je leur dis à tous, fermez-la, fermez-la, fermez-la. C'est simple, fermez-la. Il n'a pas tort, Mariam Anchipour. Il était interrogé par Laurent et il nous dit que la France n'est pas à la hauteur. La mollesse de la France, une France que j'aime par-dessus tout, c'est mon pays. C'est le pays qui m'a accueilli, qui m'a élevé, qui m'a donné toutes les choses, vous voyez, toute l'émotion, mais qui fait preuve beaucoup de mollesse. Alors on a des réactions politiques qui, disons-le, ne sont pas à la hauteur. Marine Tondelier. Qui est Marine Tondelier pour dire la manière de faire des États-Unis est inacceptable? Voilà quelqu'un qui va prendre la parole. Vous avez des millions de femmes qui souffrent en Iran d'un pouvoir autoritaire, d'une théocratie moyenâgeuse et sanguinaire. Et vous avez Madame Tondelier, depuis son siège en France, qui explique que la manière de faire des États-Unis est inacceptable. Mais pire encore, elle dit qu'il aurait fallu le juger. Vous vous rendez compte de la bêtise? Il aurait fallu juger. Mais ces gens n'ont même pas la moindre empathie pour la souffrance d'un peuple. C'est ça qui me sidère. Ils n'ont même pas la moindre chose de dire, bah oui, effectivement, il y a une possibilité d'un pouvoir qui vacille, et demain la démocratie sera en place et les hommes et les femmes seront libres. Ils devraient nous expliquer comment on aurait fait pour arrêter le guide suprême, l'arrêter en Iran, l'extrader. Enfin, c'est ridicule. Tout ça, et en plus, c'est totalement ridicule. Si on va jusqu'au bout, qu'on leur pose la question, comment on aurait fait alors? Comment on aurait fait? Mais Madame Tondelier, voilà, qu'est-ce que je vous dise, Madame Tondelier, c'est pas à la hauteur d'un homme politique. En l'occurrence, c'est une femme. Écoutons-la. Franchement, on espère la libération du peuple iranien et on leur souhaite la liberté pour eux-mêmes et pour leur pays. C'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. Par contre, je le dis, la manière dont s'y prennent les États-Unis est inacceptable. Il nous reste une boussole dans ce monde, c'est le droit international. Et si on ne le respecte pas, si les plus grands de ce monde, après Poutine en Ukraine et maintenant Trump au Venezuela, puis en Iran, marchent dessus, alors ce sera quoi? Ce sera la loi du plus fort, tout le temps, partout. Et je trouve ailleurs que celles et ceux qui ne voient pas le problème oublient qu'à chaque fois qu'on a voulu imposer des changements de régime par la force et par les bombardements, ça a produit du chaos. D'ailleurs, on voit le chaos en ce moment dans toute la région. Ça n'a jamais libéré les peuples. Donc en fait, des bombardements, ça peut déstabiliser un régime, mais ça démocratise pas un pays. Donc Madame Tondelier, qui sait tout sur tout, nous explique qu'il fallait surtout pas intervenir. Je vous rappelle quand même que le président de la République, dans son premier message sur X, dit « L'escalade en cours est dangereuse pour tous, elle doit cesser. La France demande une réunion de l'ONU. » Lui aussi se cache l'ONU très n'existe vite. Plus. Mais l'ONU ne sert à rien d'ailleurs. Bon, ça c'est un autre problème. Mais il se cache très vite lui aussi derrière les Nations Unies. Et d'ailleurs, moi je vais vous dire, je suis un peu choqué. En vrai. Parce que j'ai pas entendu Emmanuel Macron féliciter Donald Trump pour cette action. J'ai pas entendu Emmanuel Macron féliciter Benyamin Netanyahou pour cette action. Et j'ai pas entendu Emmanuel Macron se réjouir outre mesure du fait que Khamenei ne soit plus là. Posez-vous une question, Madame Tondelier. Si vous étiez iranienne, avec peut-être des sœurs, avec votre mère, est-ce que vous aimeriez que Donald Trump bafoue le droit international, comme vous dites, pour venir vous libérer? Posez-vous cette question, madame, et ayez un peu d'empathie et simplement, j'allais dire, de cœur pour un peuple qui souffre depuis 1979. Encore faut-il que le régime tombe. Parce que là, vous l'avez dit... Oui, il vacille. Il vacille. Et on voyait bien en écoutant les différentes analyses que Trump, évidemment, il a déjà dit, c'est 4 semaines. Donc on voit que d'ailleurs Benyamin Netanyahou est dans un temps plus long parce que lui il veut que pour le coup le régime tombe pour de bon. Or la dernière fois quand Trump se met à bombarder les infrastructures nucléaires, il dit à Netanyahou c'est terminé, c'est pas nous qui allons faire tomber le régime maintenant, et Netanyahou fait demi-tour avec ses avions. Donc et d'ailleurs regardez l'exemple du Venezuela, il a capturé Maduro, le régime vénézuélien est toujours en place. Donc il n'y a pas eu de chute de régime et le peuple du Venezuela n'a pas été libéré. Trump il regarde ses intérêts, Maduro ne remplissait pas ses intérêts, celle qui est aujourd'hui là avec un pistolet sur la tempe, qu'un pistolet américain, elle prend bien garde évidemment aux Américains. Donc on va voir si l'intervention américaine permet de voir le peuple iranien se libérer de ce régime-là. Mais vous avez vu la prudence tout à l'heure de Régis Le Sommier, c'est pas fait.